Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live des nouveautés, dans ce court live des nouveautés de février. Comment ça va tout le monde? J'attends un peu le chat. Ah, je vais en profiter tant que j'y pense pour faire la petite pause pour le thumbnail pour notre cher CM. Tiens, je vais prendre le shikishi. Ça va, merci. Commentaire sur les... J'espère que c'était bon. Notre cher CM, dis-moi si c'est ok, s'il faut que j'en fasse d'autres. Ok, nickel. Parfait, on peut enchaîner. Eh bien, ça va. J'espère que vous n'avez pas eu trop froid. Il a fait froid ces derniers temps. Le live est en 720p. Est-ce que c'est normal? Non. Normalement, tout devrait être bon. Tac, 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 tac. Le problème, c'est que là, j'ai lancé, je ne peux pas régler le souci. Ouais, j'enchaîne. Du coup, on va passer sur les news un petit peu. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la couverture qu'on a fait du FIDB. Attendez, si c'est un problème, le max 720p. Faudrait peut-être que je coupe et que je relance, mais normalement, c'est pas. J'ai les mêmes réglages que d'habitude, donc je ne vois pas pourquoi ça ferait ça. Tout le monde est en 720p là? Alors, comment ça faut que je recommence du début? Excusez-moi, bonjour, je suis revenu. Est-ce que c'est revenu pour tout le monde? Alors, bon, j'ai vu que toutes mes vidéos sont activées et tout, ça va me prendre trop de temps. Faut que je désactive toutes mes sorties vidéo pour pouvoir euh, rechanger la qualité du flux vidéo. Du coup, je ferai ça pour la prochaine fois. Désolé. Alors, du coup, on va enchaîner directement avec les premières news. Du coup, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a eu le festival d'Angoulême avec la venue de Yukimura Sensei durant le festival. Ça a été un gros challenge, pour être honnête, de la voir. Et on a été très contents de l'accueil qu'il a reçu. Et, je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont pu aller à Angoulême et qui ont pu le rencontrer lors de dédicaces ou qui l'ont vu à la FNAC. Aussi, il était à la FNAC le 2 février en dédicace à la FNAC des Halles, à Paris. Je ne sais pas si vous avez aussi pu voir un peu l'actu concernant. Il est très sympa. C'était un super événement. Et donc, pour ceux qui n'ont pas lu Vinland Saga, je ne sais pas si toutes ces news autour de lui et de la personne qu'il est et de son autre œuvre aussi, est-ce que ça vous a peut-être donné envie de lire Vinland? Et pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, comment avez-vous trouvé Yukimura enfin, ceux qui ont eu la chance de le rencontrer lors des dédicaces ou ceux qui ont pu le voir dans nos vidéos, comment vous l'avez trouvé? Ah oui, il était aussi sur plusieurs émissions, il était sur Brut, sur Yata du Move. En tout cas, nous, c'était une semaine éprouvante, mais une super semaine. C'était vraiment génial de le recevoir et il était adorable. Et puis, on veut juste qu'il se remette à dessiner sur Vinland là, vu qu'il a fait sa petite pause avec Angoulême. On attend la suite. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a le. Et alors, merci de mettre l'actu dans le chat, cher CM. C'est qu'il y a un Pokémon Go Festival à Paris du 13 au 15 juin. Pour ceux qui sont pour ceux qui sont fans de la licence et qui continuent aussi avec Pokémon Go. Ah bah si, des chances si c'est dans ta liste à lire un jour, il faut s'y mettre dès maintenant. C'est génial, Vinland.
On était très contents, on était très content de le recevoir. C'était un peu sport, mais toujours, hein, de toute façon, faut toujours les recevoir comme il faut, hein, ces artistes. Donc c'était, c'était, euh, c'était vraiment super. Alors, il y a un mec simple, très humain, beaucoup de bonnes valeurs. Je comprends mieux qu'il puisse écrire une histoire telle que Vinland. C'est tout à fait vrai. Ça résume très bien la personne qu'est Makoto Yukimura. Et bien très content de voir que les retours sont bons sur cet événement. On va passer à l'autre news. Alors c'est juste que, je sais pas, pour ceux qui sont fans de My Happy Marriage, je sais pas si vous avez vu que la saison 2 avait commencé sur Netflix. Sur Netflix, pardon. Il y a eu pas mal de révélations dans les... Enfin, a commencé, non, on en est loin. Il y a eu pas mal de révélations dans les derniers épisodes, il me semble. Je n'ai pas suivi l'animé. Moi, je suis sur le manga pour l'instant, tout simplement. Du coup, pas de spoil, parce que je sais que comme chacun suit de son côté le light novel, il y a des choses qui sont dites dans l'animé, qui sont validées dans le manga ou inversement. Bonsoir. Et aussi, petite news qui va en intéresser plus d'un. La saison 3 d'Oshinoko qui a été annoncée et qui est prévue, malheureusement ça va en décevoir plus d'un aussi, pour 2026. Du coup on va attendre, on va prendre notre mal en patience. Voilà, on va attendre 2026 pour la saison 3 d'Oshinoko. Et bien pour patienter, il va falloir peut-être lire le manga qui arrive à sa fin. Normalement je pense qu'on sera à la fin du manga pour la fin de l'année, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on y sera déjà. Parce qu'il est déjà fini, il s'est fini sur Manga Plus autour du 14 novembre, je crois, 2024. Oui, il est en 16 tomes. Et comme on a le 14 qui sort le 13 mars, et je pense que fin d'année. Fin d'année, on arrive à la fin d'Oshinoko, déjà. Je sais pas, pour le film de Tensura, j'ai pas la news, et j'ai pas vu l'info passer, donc peut-être que ça peut arriver, hein, qu'on loupe des trucs, mais... Eh bien, parfait, c'est une très bonne nouvelle, j'adore la licence, donc j'en suis ravi. Et du coup, c'est à peu près tout. Donc pour les news, je vous rappelle qu'il y a un Kurogame où vous avez 5 mangas à gagner comme d'habitude. On attend un peu, je vous présente les nouveautés, et après on passera au Kurogame avec toujours une question. Et, vous répondrez. Il faut bien évidemment suivre la chaîne pour pouvoir participer dans le chat et répondre à la question. Désolé, j'ai le nez qui me gratte. Si vous j'augmente peut-être un peu le son parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui m'entendent. Est-ce que j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que le son était un peu bas? Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il faut que j'augmente un petit peu plus? Voilà. Du coup, passons à la première nouveauté de février avec une série qui me tient à cœur, un isekai qui est Raiden King, le tome 13, juste ici, avec une très belle cover, hein, mais ils ont toujours des belles covers sur ce titre. Du coup, dans les tomes précédents, la sorcière Vega, maître de la Tour Noire, a pris la possession du corps de Belle à plusieurs reprises, devenant ainsi une véritable menace pour Plutinov et ses camarades. Pour vérifier si le lien entre les deux sorcières, entre Vega et Belle, a bien été rompu, parce qu'ils ne veulent pas avoir de nouvelles surprises, parce que ça crée un peu un danger pour eux, hein, qu'elle arrivait à prendre possession de son corps et de venir faire des dingueries à chaque fois pour leur mettre des bâtons dans les roues. Ils veulent juste vérifier si tout est bon, si elle va pas revenir. Donc ils se retrouvent à explorer ses souvenirs, les souvenirs de Belle, pour voir si Vega se trouve toujours là. Et en fait, contre toute attente, ils vont découvrir, je sais pas comment l'expliquer sans trop spoiler, mais des souvenirs très anciens qui vont un peu nous expliquer l'origine de cette sorcière Vega et son lien à Belle. Voilà, je m'arrête là. Ça devrait aller pour éviter trop de spoil, mais c'était un très bon tome, donc on en apprend pas mal sur Vega et sur Belle, et c'est pas donc il y a un bon gros flashback sur tout ce tome, et ça fait une petite pause par rapport à l'histoire de Plutinov, mais ça nous permet de développer un peu du lore, et c'était très agréable. Et attendez que je vous mette les visuels intérieurs.
Toujours un trait un peu spécial, enfin pas spécial, mais différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, je trouve, Raiden King, avec des couleurs, enfin des gris plus légers et autres. Et le dernier visuel. Un bon petit monstre pour finir. Et voilà pour The Raiden King, tome 13. C'était la première nouveauté de ce mois-ci. Pardon, vous avez peut-être des effets de ouh quand je m'écarte. Du coup, la deuxième nouveauté, c'est un spin-off, c'est Daikatana tome 6. J'ai pas du tout appuyé sur le bon bouton, pardon. Oh, le fail. Daikatana tome 6. Donc Daikatana qui est l'un des nombreux spin-offs de Goblin Slayer. On a donc l'œuvre principale Goblin Slayer. Goblin Slayer Year One qui se passe 5 ans avant les débuts de l'œuvre principale de Goblin Slayer, qui est un peu comment le Goblin Slayer est devenu le Goblin Slayer. Et Goblin Slayer Daikatana qui se passe 10 ans avant, qui raconte un peu l'histoire. Alors c'est un peu compliqué d'expliquer parce qu'on n'a pas de nom dans Goblin Slayer, c'est toujours des rôles. On va suivre ce groupe qui deviendra les héros légendaires dont fait partie la Vierge à l'épée, pour ceux qui lisent Goblin Slayer, que normalement vous la connaissez. Hop. Du coup, dans le dernier tome, ils étaient parce qu'en fait ils explorent le fameux donjon de la mort dans Daikatana. À l'extrémité nord du monde est un labyrinthe souterrain imprenable seulement la désolation. Et c'est un peu comme ça on sait que pour ceux qui ont lu Goblin Slayer savent qu'ils ont réussi à battre le donjon, mais on ne sait pas comment. Et donc c'est un donjon, ils explorent, ils descendent de niveau en niveau. Et donc dans le dernier tome, ils ont réussi à arriver au 3e sous-sol. Sachant, il faut savoir que personne n'a réussi à dépasser le 4e, je crois. Donc notre groupe arrive au 3e, ils sont plutôt balèzes. Et l'équipe, ils sont tombés sur des mystérieux hommes masqués qui ressemblaient un peu des ninjas un peu bizarres. Et ces ninjas, ils décident d'ouvrir complètement, enfin d'égorger notre héros, hein, le leader du groupe, celui qui ressemble à un samouraï. Du coup, il n'est pas dans la merde sur le moment, il a la gorge tranchée par terre, il se vide de son sang. Donc il se retrouve un peu au seuil de la mort, mais il va être soigné par la prêtresse du temple qu'on a vu déjà aussi dans les tomes précédents. Et alors que ses souvenirs il va un peu avoir les flashbacks de sa vie et en gros le fameux mythe de revoir toute sa vie, voir sa vie défiler devant soi au moment de mourir. Il se souvient en particulier d'une leçon de son maître qui va un peu le remotiver et il va se retrouver. Enfin, il va s'en sortir et puis il va sortir de cet incident un peu grandi avec une nouvelle volonté par rapport à son rôle qu'il occupe dans ce groupe, son rôle de leader, parce que ça l'a fait un peu douter de se faire avoir aussi facilement. Il va redoubler d'efforts et d'entraînement afin de battre ces mystérieux ninjas. Oui, pardon, ma phrase, il décide d'ouvrir le héros. Bah après, c'est Goblin Slayer, hein. Ça fait pas dans la dentelle généralement. Mais voilà. Du coup, les visuels de Goblin pour ce tome 6. Après, moi je trouve que Daikatana, c'est une bonne lecture pour ceux qui sont fans de Goblin, parce que ça rajoute. Alors, contrairement à j'ai oublié Brand New Day aussi, un spin-off qui est en 2 tomes, qui raconte des petites histoires aussi autour des différents personnages que le Goblin Slayer peut rencontrer durant ses aventures. Ça rajoute un peu de lore. Voilà, le maître épéiste de notre héros. On peut voir ici. Ça rajoute un peu de contexte et ça agrandit le monde de Goblin Slayer, de savoir ce qui s'est passé avant l'existence de notre héros. Les fameux, vous voyez quand je dis des ninjas bizarres, avec des masques bizarres. Et voilà pour Daikatana tome 6. Ah, la prochaine nouveauté aussi, ça c'est un de mes petits chouchous. C'est Call of the Night tome 12 avec une superbe couverture. Avec de nouveaux. Je sais pas si dans le tome. Je me souviens plus, parce que moi j'ai déjà fini le titre, mais je sais plus si c'est dans le.
Est-ce que c'est 2 nouveaux protagonistes? Ou est-ce qu'on a déjà vu le jeune homme dans les tomes précédents? Peut-être que c'est bien 2 nouveaux protagonistes. Du coup, Call of the Night, tome 12. Du coup, Ko et sa bande poursuivent leur enquête sur Kiku et Mahiru, pardon. Sur Kiku et Mahiru, on en apprend plus sur le passé troublant du meilleur ami de Ko, et on comprend mieux son attachement à la vampire Kiku. Je vais mettre mes notes quand même parce que je peux pas tout retenir. Avant qu'ils aient pu tenter quoi que ce soit, un vampire mystérieux apparaît devant eux et les attaque. C'est notre cher monsieur en couverture. À quelqu'un appartient ce nouveau protagoniste qui ne semble pourtant pas apprécier la violence. Donc il est un peu... Je sais pas trop pourquoi il est là. Il les attaque, mais il est contre la violence. Comme si ce n'est pas suffisant, une autre vampire, deuxième personnage sur la couverture, semble également vouloir s'en prendre à nos joyeux lurons et à Kiku, sans faire de distinction entre nos différents groupes. Du coup, ça va être c'est un tome aigre-doux, mais étonnamment drôle, enfin comme d'habitude avec Call of the Night, entre révélation, tension et bagarre. Et il y a une petite mention spéciale pour la fin du tome, car on a Ko qui se retrouve un peu sur le devant de la scène pour un moment très badass, et c'était très agréable. Voilà. Voilà. Quelqu'un dans le chat l'a dit parfaitement, c'est lecture bonbon Call of the Night. C'est en plus le découpage, vous allez voir quand je vais vous montrer les visuels. Le découpage est assez agréable, rien ne sort des cases, ça reste très carré. Enfin, ça reste très dans les carrés, dans les cases, quoi. C'est super agréable. En plus, quand il y a de l'action, elle est très bien faite, c'est très beau. Au début, c'était un peu la critique que certaines personnes pouvaient faire, mais les gens trouvaient ça un peu pas assez rythmé, mais c'est un titre qui parle de mélancolie aussi, donc et de découverte de la nuit, d'insomnie. Moi, j'adore. C'est génial. C'est trop sous-coté. Il y a un animé sur ADN, il y a la saison 1, avec notre chère Lila Lacombe qui fait la voix de Nazuna, et c'est aussi elle qui fait la voix d'Anya dans Spy Family. On l'embrasse. Et du coup, c'était tout pour Call of the Night. Tome 12, sachant que Call of the Night est déjà fini, et il reste 8 tomes du coup. Ça se finit au tome 20. Petite larme, parce que j'étais assez triste quand j'ai lu le dernier chapitre. L'animé est bien aussi, hein. C'est juste que ça fait un peu différent. En fait, je trouve que l'aspect noir et blanc du manga donne vachement de profondeur en fait au sujet du manga, et les couleurs qu'il y a dans le. Et en fait, il est vachement bien, et ça donne. C'est un autre aspect, mais moi j'aime bien l'aspect noir et blanc en fait que donne le manga, et donc cette interprétation par rapport à la nuit et autres sur Call of the Night que tu retrouves pas que tu retrouves pas dans dans l'animé. Mais c'est vrai que l'animé il s'arrête au tome 4, enfin 5, quelque chose comme ça, je pense. Mais visuellement, les couleurs, enfin il y a beaucoup de choses dans le ton du bleu, violet, rose, et ça rend bien sur pas mal de choses. L'animation est belle, et que ce soit en japonais ou en français, le taf au niveau du doublage est vachement bien. Donc voilà. Bonsoir Seven. Du coup, passons à la prochaine nouveauté. Sakamichi, tome 6. Après le temps de... J'oublie à chaque fois de prendre mes tomes, pardon. Après le temps de l'impatience et de l'excitation, place à l'action. Sakamichi effectue un stage intensif avec son club dans la région de Hakone. Il est agréablement surpris de retrouver Sangaku Minami. De leur conversation... Oh là, j'arrive plus à parler ce soir. Pardon. De leur conversation naît son vif enthousiasme pour le tournoi interlycée. La bataille qui s'ouvre entre les élèves de seconde et de première déterminera quels coureurs seront retenus en vue de la compétition qui arrive. Ils ont 1000 km à faire pour un ticket vers la gloire. Du coup, je vais vous montrer les petits visuels
sur Sakamichi. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent Sakamichi dans le chat? Très très bon. Très très bon manga de sport, Sakamichi. Je sais qu'il y a une très grosse commu en plus, déjà en France, qui apprécie le site et l'animé. Après, c'est vrai que là, ils vont se taper 1000 bornes. J'aime bien faire du sport, hein, mais 1000 bornes, même à vélo, ça commence à être beaucoup. Enfin, c'est même énorme, 1000 bornes. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ah, bon, écoutez. Et voilà pour Ansel. Prochaine nouveauté. Un peu de réconfort avec Ramen Akaneko, tome 4. Ramen Akaneko qui raconte l'histoire d'un restaurant de ramen tenu par des chats. Donc du coup là on voit que c'est un tome qui est sorti, enfin c'est des chapitres qui sont sortis plutôt sur la période hivernale. Du coup ça correspond bien, mais plus donc ça correspond bien avec maintenant. Donc l'hiver s'installe sur la région, ce qui n'empêche pas à notre fine équipe du Ramen Akaneko de s'activer, car les clients arrivent de plus en plus nombreux au restaurant parce que quand il fait froid, on a envie d'un bon bol de ramen. Yashiro tente de s'impliquer toujours plus dans la vie de ses collègues à fourrure, mais parfois fait chou blanc dans ses initiatives. Parce que je crois qu'elle a voulu. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Ah oui, elle a voulu. Vous savez, comme on peut souvent avoir dans des restaurants asiatiques, des menus avec des photos des plats. Elle a voulu proposer ça au restaurant pour que ce soit plus simple pour commander pour les clients. Et ça a fait chou blanc parce que en fait, il voulait garder la pâte parce que normalement j'ai oublié comment elle s'appelle. C'est Anna, le chat blanc. Je crois que c'est ça. Qui décrit la carte, qui fait toute une mise en scène pour présenter les plats aux clients. Et donc ils ont dit c'est pas la peine, on va perdre un peu notre cachet, ce qui fait nous. Et du coup, voilà, chou blanc. Mais ça arrive. On va pas toujours réussir, comme quand elle avait proposé l'affiche pour les nouilles faites à la pâte. Et donc du coup, comme Noël approche, Bunzo propose de tester une nouvelle recette de ramen pour les fêtes. C'est des ramen au confit de canard. Moi, j'en avais l'eau à la bouche. Et Sasaki se demande s'il n'est pas temps de recruter une nouvelle personne en plus, vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans le restaurant et que ça commence à être compliqué niveau service. Et on va avoir l'arrivée dans ce tome d'une nouvelle personne dans l'équipe, un poil agité d'un nouveau félin qui s'appelle Jewel. J-E-W-E-L. C'est ça, c'est bijou en anglais. Et il est assez rigolo. Il est touchant parce qu'il veut bien faire, il est assez rigolo. Vous verrez lorsque vous verrez en prenant le tome, il était... Et en plus, à savoir qu'il a réussi le stage de non-perte des poils qu'ont passé tous les serveurs de Ramen Akaneko et qu'il est quasiment au niveau de Bunzo apparemment. Donc il était plutôt balèze. Et voilà pour Ramen Akaneko tome 4. Notre prochaine nouveauté, qui est donc la nouvelle œuvre d'Hiromu Arakawa, qui est donc Tsugai Demons of the Shadow Realm, tome 6. Un bon tome, donc dans le dernier tome, Yuru s'était fait attraper pour être séparé de ses Tsugai, et donc là, il s'est fait attraper par le Tsugai j'ai plus son nom en tête, mais c'était un des membres de la famille avec qui Asa fait équipe. Et donc il a été séparé de Dextre et Sinestre, c'est ça, et de ces deux Tsugai. Donc après avoir été séparé de ces Tsugai, par ça, et aussi un puissant porteur de katana, qui sont des Tsugai eux-mêmes, ces katana, et cette personne est aussi impliquée dans la disparition de ses parents. Donc là, il y a beaucoup de mystères qui se recoupent.
Yoro comprend que le kidnapping était un piège. Le jeune homme se retrouve ainsi seul face à l'énigmatique Asuma, donc c'est la personne dont je parlais, qui fait partie de la maison Kagemori, je crois, et un homme aux airs de gangster qui, suite à quelques révélations, lui font une étrange proposition. Le patriarche des Kagemori tente de les rejoindre, montrant toute la puissance démesurée de ces Tsugai. C'est assez stylé comme moment parce qu'il a, je sais pas, mais beaucoup de Tsugai à cause de son Tsugai originel qui lui permet de contrôler beaucoup de Tsugai. Du coup, il arrive, il balance la sauce, hein, il balance plein de Tsugai différents. Et tout le monde est un peu impressionné par le raz-de-marée de Tsugai qui arrive, qui arrive à ce moment-là. Et pendant ce temps, la résidence Kagemori est attaquée elle aussi de l'intérieur. Leurs ennemis veulent s'emparer d'Asa, ce qui plonge Gabi dans une colère noire. Et il ne faut pas énerver Gabi qui fait après gob gob et qui est pas sympa. Pour ceux qui ont lu le tome 1, vous savez ce qui arrive au genre de personne qui énerve Gabi. Du coup, les petits visuels, vous reconnaîtrez le trait d'Arakawa, bien évidemment. C'est ça, merci. C'est celui qui est en couverture, Asuma. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Asuma. Dextre et Sénestre, pardon, c'est bien le Kagemori. C'est bien la famille Kagemori, Asuma aussi. Pour une fois, j'ai eu le temps de tous les lire, cette fois-ci. Du coup, Mais parfois, on oublie quelques trucs. Et voilà, petit visuel stylé de Gabi qui s'énerve car on essaye d'attaquer Asa. Très stylé, je trouve, cette case-là, avec son Tsugai derrière. Et voilà pour Tsugai Demons of the Shadowrun, tome 6. Et oui, je vois en commentaire, on dit déjà tome 6. C'est vrai que ça carbure, hein, en soi. On l'a démarré quand, Tsugai? C'était l'an dernier? Je crois que c'était l'an dernier, je dis pas de bêtises. Oui, c'était l'an dernier. Non? Si. Oh, j'ai un trou. Oui, c'est ça. Ouais. Je vérifie. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer dans le chat si c'était bien l'an dernier? Juillet 2023. Ouais, bon, c'était il y a... Ça fera 2 ans à la Japan Expo, c'est ça. Ça fait 1 an et demi, quoi. C'est vrai que c'est 6 tomes. Déjà 6 tomes. Du coup, prochain titre, j'ai l'impression de dire la même phrase à chaque fois, je suis désolé, mais ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est Remède Impérial, tome 3. Je sais pas s'il y en a qui ont essayé Remède Impérial. Je trouve que le personnage de Koyo est très rafraîchissante et très drôle. Et en plus, là, ça commence. Déjà, dans le tome 2, on avait eu un peu de chirurgie, un peu d'anatomie. Et là, ça recommence, hein, dans le tome 3. Moi, j'adore. Du coup, Koyo est arrivée à la capitale depuis peu et pourtant, elle s'adonne déjà à la chirurgie au programme ouverture de ventre et appendicite dans ce tome-là. Donc, c'était. Elle est comme elle est, hein, Koyo, donc c'est très loufoque. Enfin, tout le monde est en train de un peu péter un cap sur qu'est-ce que fait cette jeune femme de 15 ans qui ouvre des gens et qui leur touche les entrailles, alors que d'habitude, leur médecine, c'est juste qu'on allume des encens et on fait des prières et ils sont là, s'il vous plaît, faites en sorte que ma chérie guérisse. Alors que là, elle arrive, on ouvre, on retire un bout d'intestin, on recoue et tout va bien, hop, 2-3 médocs et t'es sur pied. Du coup, ça crée un peu un contraste pour les gens qui ne sont pas habitués à la médecine moderne. Ils sont un peu sur le cul au début, hein, on va dire ce qui est. Et donc, la jeune fille choque et intrigue. Son talent pourrait bien attirer l'attention de l'ordre des racines, qui sont donc l'ordre des racines, c'est un peu les personnes problématiques. C'est ce dont on avait parlé au début du manga, où c'est eux qui soignent en disant pour soigner, encens, on allume de l'encens, on fait des prières, surtout on rince bien le temple de tel dieu pour avoir telle bénédiction. Et sauf qu'évidemment, ça ne marche pas, hein. À part, il y a quelques apothicaires, qui sont souvent des apothicaires véreux, mais qui peuvent donner des infusions, des combos de plantes qui peuvent marcher, mais bon, c'est rien d'aussi efficace que la médecine moderne, on va dire moderne, hein, parce que c'est la médecine que l'on connaît nous aujourd'hui, que propose Koyo. Et on va aussi avoir l'apparition, donc c'est le personnage en couverture,
d'un beau et mystérieux apothicaire qui croise le Koyo. Il fait sa balade et il tombe sur Koyo qui est en train de faire une résurrection. Il le présente comme une résurrection, mais en fait, elle est en train de faire un massage cardiaque. Elle a juste fait sa formation des premiers soins, hein, Koyo, premier secours. Il y a une personne, je crois que c'est une mère qui a sauté dans la rivière pour récupérer son fils qui est en train de se noyer. En faisant ça, elle se noie, elle est inconsciente sur le bord de la rivière. Elle arrive, elle dit allez hop, massage cardiaque, bouche à bouche, et elle arrive à réanimer la personne. Ce qui est aussi, il faut se mettre du point de vue d'une personne de l'époque, vu un peu comme que fait cette personne et quelle est cette sorcellerie. Du coup, et il y a une petite problématique qui arrive dans le tome de Koyo, elle a un peu vu ce qu'elle voulait voir dans la capitale. Elle a vu les beaux muscles. Elle est là, je trouve personne qui a de plus beaux muscles que. C'est Shay, je crois, le, le second de Keyun. Et là, du coup, pourquoi est-ce que je resterai je vais bouger. Du coup, est-ce que Koyo va réussir. Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre Koyo de rester dans la capitale? Donc, comme vous avez pu comprendre, il y a beaucoup d'humour et de décalage dans ce manga. J'ai fait un résumé du mieux que j'ai pu. Il y a un très beau dessin aussi. Du coup, regardez, parce que moi, dès le début, là, il y a un petit visuel couleur que j'avais beaucoup aimé. C'est le tout premier. Mais regardez comment c'est beau. Là c'est la concubine, la première concubine de l'empereur. C'est ici, celle qui essaye de. Parce qu'il y a tout un enjeu politique. En fait, il y a le premier héritier de l'empereur qui a trouvé Keyun et qui l'a ramené dans le but d'asseoir son pouvoir, parce qu'en fait, il y a la première concubine de l'empereur qui essaye de faire des manigances avec l'ordre des racines, qui sont les médecins, enfin les faux médecins qui soignent avec de l'encens, parce que cette première concubine avait un jeune fils avec l'empereur, et elle veut que ce soit lui qui devienne l'héritier officiel, et pas le Keyun, le véritable héritier. Et donc lui, elle gagne via son lien avec l'ordre des racines, elle gagne les faveurs de dirigeants importants. Du coup, il y a tout un jeu politique à ce niveau-là. Et lui, il est là, avec Koyo, peut-être que si j'apporte de la vraie médecine, je peux sécuriser ma place. En gros. Donc, en fait, il y a toute cette partie loufoque que Koyo apporte, pardon. Et Keyun, il y a toujours ce calcul derrière de j'avance mes pions sur l'échiquier et on verra bien ce qui se passe. Voilà pour Remède Impérial, tome 3. Et on passe du coup à la nouveauté, la nouvelle série. C'est la première nouvelle série pour Kurokawa cette année. Du coup, c'est Detroit Become Human, Tokyo Stories. Alors, je tiens à préciser d'abord, parce qu'on a eu la question sur. Je vous montre la couverture quand même, qui brille. Sur Internet, c'est en lecture française et pas japonaise. Et c'est comme ça au Japon aussi. Donc ça se lit de gauche à droite et pas de droite à gauche. Comme voilà. C'est un grand format. Je reviens. Du coup, pour ceux qui connaissent, Detroit, c'est un petit jeu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est sorti il y a 8 ans. C'était un grand jeu, un jeu très attendu qui a fait beaucoup parler de lui. Du coup, c'est un manga inspiré par le célèbre jeu vidéo Detroit Become Human, qui a été fait par Quantic Dreams. Ici, donc, l'histoire ne se passe pas aux États-Unis, contrairement au jeu, mais comme vous avez pu le deviner, à Tokyo en 2038. Tout comme dans le jeu, les androïdes qui ressemblent extrêmement aux humains, enfin physiquement, c'est à s'y méprendre, se répandent à travers la société et remplacent peu à peu ces derniers, donc les humains, en occupant divers emplois. Dans le jeu, on avait, je crois qu'il y avait une, comment dire, alors je me rappelle du personnage féminin qui s'occupait beaucoup de la fille, donc mais elle faisait pas que ça, donc elle faisait toutes les tâches ménagères de la maison, elle faisait du babysitting pour la gamine, donc en gros les androïdes sont un peu mis sur des tâches qui parfois certaines personnes peuvent considérer comme ingrates ou autres, et ils vont et en fait de plus en plus, vu que c'est considéré comme des machines, on va les mettre sur plus en plus de métiers, plus en plus de tâches, ce qui dans le jeu crée un problème. Il y avait un mouvement anti-android où il y avait un peu le délire de les androïdes nous volent nos métiers, nous volent nos vies, il faut réagir, il faut arrêter de leur... voilà, il y avait
le négociateur, le policier, et il y avait l'assistant du peintre dans le jeu, je crois que c'est ça. Hein. Je sais plus si c'était s'il était juste assistant du peintre ou s'il était aussi un peu homme de maison pour le peintre, parce que c'était un homme d'un certain âge, si je me souviens bien, dans le jeu. Et il y a d'ailleurs une très belle scène où il lui demande de dessiner un tableau dans le jeu, c'était assez cool. Voilà, donc c'était une aide à la personne. Donc, vous voyez, c'est des métiers très. Donc dans le jeu, ça crée un problème. Alors qu'ici, là, au Japon, on est plus sur un délire où, par exemple, ça se découpe pas en chapitres. Enfin, on peut considérer ça comme des chapitres, mais c'est plus par histoire par Android dans Detroit Become Human Tokyo Stories. On a la première histoire qui va raconter l'histoire de l'idol Rena. Donc cette fois-ci, l'Android joue le rôle d'une idol. Donc qui connaît une popularité fulgurante, et ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour son espèce, pour les androïdes. Et du coup, elle a un grand succès, tout le monde est fan. En plus, du coup, c'est une androïde, elle danse parfaitement, elle est jamais fatiguée, elle fait tout comme il demande. Mais sous cette façade un peu glorieuse se cachent, comme dans le jeu, hein, les dissensions entre humains et androïdes, alimentées par la jalousie et la frustration des humains envers les androïdes. Le meilleur exemple, c'est sa manageuse qui, quand elle a été interviewée à la télé en disant Ah, Rena, elle est géniale, elle est adorable, je l'adore, c'est vraiment un succès fou, on est super content de la voir. En off, elle lui parle vraiment très méchamment, elle la maltraite, enfin, elle la considère comme un robot, comme un objet sans sentiment, sans rien, et donc elle a aucun. Enfin, pour elle, c'est un tas de ferraille. Et donc cette manageuse est très occupée avec son métier de gérer, donc elle gère pas que Rena, mais tout le groupe dont fait partie Rena et d'autres. Et elle a un peu, je pense aussi, comment dire, le seum. Elle a le seum, hein, c'est le bon terme, parce qu'elle, c'est une idol ratée en fait, cette manageuse. Et elle est devenue manageuse, mais elle n'a pas vraiment réussi sa carrière d'idol. Et, euh, et donc elle est occupée. Il y a sa fille qui est là, et sa fille se retrouve à être un peu dans les pattes de l'idol et d'une autre employée. Et, bon, évidemment, il y a des liens qui vont se créer. C'est un peu tout le sujet que pose Detroit Become Human. Donc ça parle un peu de transhumanisme, mais aussi surtout de cette question de est-ce qu'un objet artificiel peut être considéré comme un être sentient. Ça remet enfin, ça nous fait poser des questions par rapport à ce que disait Descartes, je pense, donc je suis, parce que ces machines, à la base, ressentent, pensent et ont des réflexions, mais il y a toujours le code, la programmation qui les oriente dans une direction. Et en fait, parfois, il y a des déviants qui se créent dans l'univers de Detroit Become Human, où c'est quand ils vont à l'encontre de la programmation de leur code et qui se libèrent complètement des chaînes de la programmation et réfléchissent complètement par eux-mêmes. Voilà. Et dans le jeu, c'est un jeu qui est un peu considéré. C'était quoi l'autre jeu qui était un peu comme ça, le jeu d'horreur sur PlayStation? Euh, En gros, c'est des jeux où on est assez guidé quand même dans le gameplay, mais c'est des jeux à choix. Until Dawn, merci. C'est des jeux à choix où justement, Detroit était un jeu assez philosophique par rapport à ses choix, les conséquences et la vision que le joueur avait des androïdes. Heavy Rain, oui. Heavy Rain qui est par le même studio qui est par Quantum Dreams aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Pardon. Voilà, je me suis j'ai un peu beaucoup parlé du jeu parce que j'avais beaucoup aimé cette série. Et merci. Alors j'allais en parler. Je vois que notre cher a été plus rapide que nous parce que j'avais montré les visuels intérieurs. Mais donc c'est un grand format. C'est en lecture française. Il y a une belle couverture, mais en fait le tome est beaucoup plus épais que celui que vous trouvez au Japon. Donc, je vous montre les petits visuels. Parce qu'on a mis des contenus bonus à la fin, notamment beaucoup de croquis de comment ça a été fait. Voilà, par exemple, un exemple de la manageuse qui est là, qui lui dit que c'est un foutu tas de ferraille. Aucune considération pour Rena, notre idole. C'était vraiment une très bonne lecture. Et en plus, et pour ceux qui ont fait le jeu, et que si vous avez beaucoup aimé le jeu, ça va complètement compléter un peu le lore le lore du jeu. Ça vous raconte un peu ce qui se passe dans d'autres pays.
différemment des US. Il y a des croquis de personnages. Je vais pas tout montrer, mais beaucoup de croquis sur comment le manga a été dessiné. Et voilà, je sais pas si ça intéresse certaines personnes, Detroit Become Human. Je range mes petites fiches. Oui, moi aussi, Maki, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir voir le croquis de base et d'avoir le résultat final ensuite. Ça permet c'est toujours assez cool de voir l'évolution du dessin. Et bah du coup, on va passer... Ah, petite news, si, avant, j'ai pas fait de slide, excusez-moi. Mais news pour le numérique. Enfin numérique, on a Secret Service Maison de Ayakashi, qui est en 11 tomes, qui arrive en numérique. Et oui, parce que je vois que des gens disent qu'ils les ont déjà, mais c'est vrai que tout est sorti aujourd'hui pour information, tout ce que je viens de vous présenter. J'oublie la prime de Détroit. Oh là là, j'espère que... Alors, c'est vrai. Alors, pour l'achat d'un tome de Détroit, il y a une prime, il y a un shikishi chez vos libraires participants qui se trouve ici. Attendez. Le voilà. Alors, faut voir avec vos libraires. Mais il y a un shikishi à récupérer pour les fans de la série. Avec, du coup, Rena. Et ça, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, le petit cercle bleu, c'est le signe que... C'est comme ça que ça permet de différencier les humains des androïdes, c'est ce petit cercle bleu. Du coup, je peux reprendre après cet oubli malheureux. On va enchaîner sur le Cure Game. Du coup, comme d'habitude, un petit rappel de ce qu'est le Cure Game. Je vais vous poser une question. Vous allez donner une réponse dans le chat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et aléatoirement, on sélectionnera quelqu'un qui gagnera 5 mangas. Comment faire pour participer? Pour participer, il suffit juste de suivre la chaîne sur Twitch de Kurokawa, follow. Voilà. Un référencement avec tous les tomes qui ont un Kuro bonus. Alors là, je me pose une colle. Joy, je ne saurais pas te dire. Faudrait voir, mais là, comme ça, je n'ai aucune idée. Pardon, excusez-moi, je suis arrêté en plein dans ma phrase. Ah bah oui. Bah c'est sur les premiers. C'est sur. Généralement, les Kuro bonus sont que sur les premiers tirages du tome en question, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un de notre équipe commerciale est sur le chat, peut répondre à ma place là-dessus. Mais normalement, je crois que c'est que sur le premier tirage. Du coup, pour le Kuro Game, j'ai posé une question. Vous répondez dans le chat. Pour pouvoir répondre dans le chat, il suffit de suivre la chaîne. Parmi les nouveautés de février, lesquelles vous hype le plus? Très simple. Je ne me suis pas trop cassé la tête sur la question. Mais donc, quelles sont les nouveautés qui vous hype le plus parmi celles de février? Du coup, j'attends. Pardon. Voilà, donc vous avez jusqu'à la fin du live pour participer. Vous donnez votre réponse. Et vous avez vraiment jusqu'à la fin. Et on sélectionnera... non, là, c'est juste les sorties de février. Donc, si c'était juste les nouvelles séries, ça serait facile. Il n'y aurait qu'une seule réponse parce qu'il n'y a qu'une seule nouvelle série ce mois-ci. Mais c'est parmi toutes les sorties là qu'on a en février, quel est le titre qui vous hype le plus? Ça peut être le tome 3 de Romet, ça peut être Detroit, ça peut être le tome 4 de Ramen à Kaneko. Du coup, Call of the Night, je comprends Loïc, je comprends. Parfait. Je vois beaucoup de réponses qui me font plaisir. Du coup, on va enchaîner. Alors, je vais faire un petit rappel. Alors, c'est pas des annonces, c'est plus peut-être un teasing d'annonce qui devrait arriver ce week-end. Pas annonce de titre, je vous préviens tout de suite, comme ça, on se détend. Mais donc, petit rappel, on a fait une série de vlogs sur YouTube. On a une chaîne YouTube d'abord. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais donc, il y a des vlogs sur notre chaîne YouTube qu'on a fait des journaliers du... Pardon, j'ai la gorge qui gratte, du Festival d'Angoulême. Donc, il y a mercredi, jeudi qui sont dispo.
Et vendredi devrait arriver là et samedi dans la foulée. Donc si ça vous intéresse de regarder un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a pu voir, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, vous pouvez aller sur YouTube et regarder les vlogs. Je rappelle qu'il y a une jaquette exclusive FMA dans les libraires chez Momi. Alors là, vous avez le visuel, mais je l'ai avec moi. Je l'ai avec moi. Hop, laissez-moi mettre mon écran sans rien. Ici, je peux vous montrer toute la jaquette. Elle est assez canon. FMA perfect. Hein. Le visuel est assez stylé. C'est une exclue Momi Manga avec toujours les cercles d'alchimie. Hop. C'est une jaquette Santo Maison. Et une autre jaquette exclusive pour un autre réseau de libraires qui est Canal BD. Alors c'est Oshinoko pour le tome 14, donc qui sortira le 13 mars. Et je ne l'ai pas avec moi là pour le coup. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. J'ai mis le tout déplié aussi. Et elle est assez cool aussi celle-là. Et le petit teasing, c'est par rapport à. On va bientôt l'annoncer. On devrait normalement sur les réseaux. Vous aurez tout le détail sur le post, mais il y a une OP Oshinoko pour la sortie du tome 14 où on vous a prévu une petite pochette à manga. C'est pas que voici. Donc vous voyez, pochette où vous pouvez mettre votre manga dedans. Moi j'ai choisi Kana parce que c'est mon perso préf. Mais donc vous pouvez mettre votre manga, le manga que vous souhaitez. Donc Oshinoko, voilà la pochette. Et donc avec Ai, il y a même un petit anneau d'ange au-dessus de sa tête. Donc voilà, petit teasing de la pochette. Ça permet de protéger votre manga pour les transports, pour le voyage. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, j'ai un peu du mal à emporter qu'un seul manga quand je pars en vacances, mais si vous avez qu'un seul manga à lire, alors généralement je pense que c'est plus pour un trajet dans le métro ou autre pour pas l'abîmer parce que voilà. Mais donc voilà pour le petit teasing de l'opération de mars sur Oshinoko. Et toutes les infos devraient arriver ce week-end. Je sais, il y a un combat même au taf entre Kana et Akane, donc chacun sa team. Je n'ai pas l'info si ce sera dans toutes les librairies, mais normalement oui. C'est une prime à l'achat, donc normalement oui. Enfin, ça sera dans toutes les librairies participantes, hein. Ce sera parmi tous les libraires qui les auront commandés. Du coup, normalement, il y aura un live thématique ce mois-ci. Désolé, on n'a pas fait en janvier parce qu'avec le festival d'Angoulême, la venue de Yukimura, c'était un peu compliqué d'être sur tous les fronts. On aura un prochain live, je pense, qu'on annoncera, mais donc qui sera le 28 février. On parlera de Detroit, justement. On abordera le salon de Detroit Become Human avec plusieurs personnes très intéressantes. On parlera de philosophie sur le sujet, on parlera de personnes qui ont joué au jeu. Alors après, pour d'autres, mais ça, c'est les invités que j'ai en tête qui sont confirmés. Il y en a d'autres que j'attends encore la réponse, donc je ne peux pas tout dire. Mais on va faire un sujet autour de Detroit, du jeu, et puis après aussi, peut-être parler d'autres mangas qui amènent une certaine philosophie, comme celui-ci, mais ça va être principalement sur le sujet de Detroit Become Human et le jeu. Et je pense que ça va être très sympathique comme live. Du coup, sinon, pour les sorties, je fais un petit rappel. Pour les sorties de mars, les sorties du 13 mars 2025, Spy Family, tome 14. 008, Apprenti Espion, tome 17, Dans la peau de Miwa, tome 4. Hippo, saison 6, tome 29, Oshinoko, tome 14. Partners 2.0, tome 8. Senseiya Darkwing, tome 6. She's Beautiful, tome 4. Keijin Rezio, tome 12. Les Héros de la Galaxie, tome 26. Moi, quand je me réincarne en slime, tome 26. Et la nouveauté de mars, Dead Count T1. Je me suis mis à rire parce que je viens de découvrir le nombre de titres que je vais devoir lire avant le live. Et du coup, il va falloir que j'organise mes week-ends et mes soirées. Du coup, voilà. Du coup, voilà pour ce petit live. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Oui, ce sera le 28 février, pas le 28 janvier. Pardon, je vois qu'on a mis 28 janvier, c'est 28 janvier, on était en pleine préparation pour l'avenue Yukimura. Gros mois de mars, là, beaucoup de sorties. J'espère que des deux quintes aussi, ça va être très sympa. J'ai un petit trailer qui arrive, là, je suis en train de finir 2-3 trucs dessus, et après, on a l'extrait en ligne qui est sorti, normalement, si je dis pas de bêtises, et ça va être très très sympa des deux quintes. Vous verrez. Vous pouvez aller lire l'extrait si vous voulez. Je pense que peut-être notre cher Sam peut mettre le lien vers l'extrait en ligne sur le chat. Et après, on a, voilà, nickel, merci. Et en plus, il y a les trailers qui vont arriver, un petit jeu concours en rapport, je pense, qui risque de vous intéresser. Donc voilà, je fais un peu de teasing là, j'essaye, ça va être... je trouve que le titre est assez sympa, c'est une nouvelle génération d'exercices qui arrive, où on intègre un peu l'aspect numérique que l'on connaît aujourd'hui. Et je trouve ça assez cool comme pitch. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon live. En tout cas, moi, c'était très agréable. J'étais content de vous revoir. Ça faisait longtemps, ça faisait un mois. Et on se voit normalement. Alors, moi, je serai derrière les caméras, mais le 28 février pour le live sur Detroit Become Human. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Sauf s'il y a des questions enfin, des questions auxquelles je peux répondre, mais je ne pense pas. Parce que généralement, vous demandez sur des sorties ou autres, mais là, je n'ai pas le droit ou je n'ai tout simplement pas la réponse. Eh bien, très bien, on s'arrête là alors. Très bien. Eh bien, passez une très bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et on se voit très très vite. Merci beaucoup et ciao ciao.